Eh bien, rebonjour chers étudiants, et nous voici déjà dans les rappels. Donc ces rappels qui vont vous servir à faire vos fiches de révision. Ce n'est pas un cours proprement dit, vous allez le voir. Je rappelle les choses, je ne les explique pas complètement. Et nous allons commencer là avec les équations trigonométriques. Donc l'équation cosinus x égale cosinus a, comme vous l'avez vu l'année passée, admet les solutions suivantes sur l'ensemble des réels. Elle admet les solutions telles que x est égal à a plus k fois 2pi, donc on peut toujours faire un certain nombre de tours, ok, ou x est égal à moins a plus k fois 2pi, où k est un nombre entier. D'accord? Donc pour cosinus x est égal à cosinus a, on a x égale a ou x égale moins 1. Les angles sont égaux, les angles sont opposés, et puis je peux toujours faire un certain nombre de tours avec l'angle. Ça donne toujours une réponse. Si je prends maintenant l'équation sinus x est égal à sinus a, les solutions admises par cette équation sur l'ensemble des réels, c'est x est égal à a plus k fois 2pi, ou x est égal à pi moins a plus k fois 2pi, où k est de nouveau un entier. Donc les solutions, c'est x égale a, et x est égal à pi moins a, d'accord? C'est deux angles, vous vous rappelez, supplémentaires. Donc il y en a un qui est dans le premier cadran, et l'autre qui est dans le deuxième cadran, symétriques par rapport à l'axe y. Ok? Tous les deux, donc, l'angle A et l'angle pi moins 1 ont le même sinus. Et puis si je fais un certain nombre de tours, ça reste pareil. Voilà pour les équations trigonométriques simples des sinus et des cosinus. Quel est maintenant le signe des fonctions? Là, de nouveau, on se rappelle un petit peu de la trigonométrie. Et sur l'intervalle moins pi, donc lorsque je pars d'en dessous et que je fais le tour comme ceci, comme je viens de le montrer avec ma flèche, les fonctions sinus et cosinus ont les signes suivants. Donc de moins pi à pi, en passant par moins pi demi, 0, pi demi, pour l'angle x. Le sinus x, il prend les valeurs 0, moins, moins 1, moins 0, plus 1, plus 0. Et cosinus x prend les valeurs qui sont indiquées ici. C'est-à-dire que lui commence à moins 1 en moins pi, vaut 0 en moins pi demi, et entre les deux il est négatif, passe positif et en 0 vaut 1, reste positif jusqu'en pi demi où il s'annule, passe négatif jusqu'en pi où il vaut moins 1. Alors, quelles sont les propriétés de ces fonctions sinus et cosinus? Eh bien, il y a une propriété dite de parité qu'elles satisfont. D'accord? Donc, soit au niveau pair, soit au niveau impair. Donc, la parité concerne les deux. La fonction sinus elle-même est impaire. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à l'ensemble des réels, lorsque je prends le sinus de moins x, c'est moins le sinus de x. D'accord? Donc on voit ici que prendre l'angle opposé amène à un sinus opposé. Par contre, la fonction cosinus, elle, est paire. Quel que soit x appartenant à l'ensemble des réels, le cosinus de moins x est égal au cosinus de x. Donc si je prends des angles opposés, ils ont le même cosinus. Ça, c'est une fonction paire. Ok? Donc la fonction impaire, très souvent quand vous la représentez, c'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine des coordonnées. Et une fonction paire est une fonction qui est symétrique par rapport à l'axe y. D'accord? Nous y reviendrons. Périodicité, c'est une autre propriété des fonctions sinus et cosinus. Les fonctions sinus et cosinus sont ce qu'on appelle 2π périodiques. C'est-à-dire qu'elles ont une période t qui est égale à 2π. Ça veut encore dire que quel que soit x appartenant à l'ensemble des réels, sinus de x plus 2π, donc si je rajoute un tour à l'angle, bien le sinus reste le même, et cosinus de x plus 2π, c'est égal à cosinus x, ça reste le même. Ça rejoint les propriétés, les équations qui étaient là, ce qu'on avait avec les deux tours qu'on pouvait faire, dans un sens ou dans l'autre. Alors, comment passer de sinus à cosinus? Là, c'est par ce qu'on appelle les angles complémentaires, c'est-à-dire que le sinus de pi demi moins x s'échange avec le cosinus de x, ok? Où x et pi demi moins x sont deux angles dont la somme fait pi demi. C'est ce qu'on appelle les angles complémentaires. Et donc, pour des angles complémentaires, les sinus et les cosinus s'échangent, dans un sens ou dans l'autre. Le cosinus de pi demi moins x est égal aussi au sinus de x. Alors, quelles sont les dérivées et les limites particulières de ces fonctions? Eh bien, considérons tout d'abord les dérivées. Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur R. Et la dérivée de la fonction sinus x, c'est cosinus x.
Par contre, la dérivée de la fonction cosinus x, c'est égal à moins sinus x. Donc il y a un signe moins qui apparaît ici. Au niveau des limites, on a deux limites très particulières qu'il faut bien retenir. C'est que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x divisé par x, c'est égal à 1. Et la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x moins 1, le tout divisé par x, c'est égal à 0 aussi. Ok? Alors si vous regardez bien, en fait ce n'est pas si trivial que ça, parce que lorsque x tend vers 0, sinus x sur x, ça tend en fait vers 0 sur 0. Donc c'est un cas de détermination. Mais ce cas, on peut le lever et montrer que c'est égal à 1. Pareil, lorsque cosinus x moins 1, lorsque x tend vers 0, ça tend vers cosinus de 0 moins 1. Cosinus de 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 divisé par 0, ça fait 0. Alors, je viens juste de vous rajouter les parenthèses ici pour bien montrer que c'est bien cosinus de x moins 1. Comme ça, la notation est plus claire. Ok ? Voilà, donc deux limites particulières à bien connaître. Qu'en est-il alors des variations et des représentations de ces fonctions? Eh bien, les variations des fonctions sinus et cosinus sont les suivantes. On peut se servir évidemment de la fonction de ce qu'on a vu au niveau de sa parité, de sa périodicité, etc. et aussi de sa dérivée pour définir ça. Donc, lorsque x varie entre moins pi et pi, qui est un tour sur le cercle trigonométrique, la dérivée du sinus x, qui est égale au cosinus x, varie comme ça. On l'a vu à la page précédente. Et le sinus x lui-même, en ces points, vaut 0, moins 1, 1, 0. Comme la dérivée est négative, là, la fonction est décroissante. Comme la dérivée est positive ici, la fonction est croissante. Comme la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et donc, la connaissance de certaines valeurs particulières de la fonction sinus, ainsi que de sa dérivée, nous permet de donner ici le tableau de variation de la fonction. Pareil pour le cosinus. Si je varie l'angle entre moins pi et pi, la dérivée du cosinus x étant égale à moins le sinus x, cette fonction dérivée sera positive ici, sera nulle en 0, sera négative là. La fonction cosinus elle-même, en moins pi, elle vaut moins 1, en 0, elle vaut 1, en pi, elle vaut moins 1 de nouveau. Entre moins 1 et 1, comme la dérivée est positive, ça croît. Entre 0 et pi, ici entre moins pi et pi, ça croît. Entre 0 et pi, comme la dérivée est négative, la fonction décroît. Et donc ces tableaux de variation permettent en fait de représenter maintenant les fonctions sinus et cosinus, ce qu'on appelle des fonctions sinusoïdes. Donc la fonction sinus est ici en bleu, d'accord? Elle satisfait bien ce qu'on voit là. Donc entre moins pi et pi, ça descend, ça monte, ça descend. Oui, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. C'est une fonction impaire, donc quand il se passe quelque chose du côté positif, quand je prends x, sinus x est là, si je prends l'angle opposé, moins x, moins la valeur de sinus de moins x et moins sinus x, comme je disais, c'est symétrique par rapport à l'origine des coordonnées, donc tout point ici va se retrouver de l'autre côté, celui-là va se retrouver là, et ainsi de suite. Ok? Pour la fonction cosinus, eh bien la fonction cosinus en 0, elle va démarrer à 1, ici, puis elle décroît, elle croît, etc. Il y a une symétrie, de nouveau, la fonction là, elle est paire, c'est-à-dire qu'il y a une symétrie d'axe y. C'est-à-dire que tout point ici sur la courbe rouge se retrouve de l'autre côté. Lorsqu'on change l'angle x en moins x, la valeur du cosinus ne change pas. Ok? Qui plus est, on le voit très bien aussi, la périodicité de pi, donc si je prends ici la fonction entre 0 et 2pi, voilà, eh bien elle se répète de façon périodique entre moins 2pi et 0. C'est la même fonction qui se répète. Pour la courbe rouge, pareil. Donc voici les représentations. Donc cette fonction est bien définie sur tout l'axe des réels. On peut donner à x toutes les valeurs possibles. Et les valeurs de la fonction, donc les images elles-mêmes, sont comprises entre moins 1 et 1, comme on en a l'habitude sur le cercle trigonométrique. Alors si on considère maintenant deux fonctions sinus et cosinus un peu particulières, donc c'est des fonctions composées déjà, on a ici une fonction affine sur laquelle on prend un sinus, et la fonction affine sur laquelle on prend un cosinus, d'accord? C'est une fonction de fonction donc, mais des fonctions de fonction assez simples. Et donc on va retenir les résultats directement.
Les dérivées de ces fonctions sont les dérivées de la fonction sinus ax plus b et cosinus ax plus b sont toutes les deux dérivables sur l'ensemble des réels. Et si je prends la dérivée, eh bien ça me donne la dérivée d'un sinus, c'est un cosinus. Comme c'est le sinus de ax plus b, ça me donne le cosinus de ax plus b. Mais rappelez-vous, comme c'est une fonction de fonction, il ne faut pas oublier de redériver par l'argument. Et la dérivée de ax plus b, c'est a, donc on multiplie par a. Pareil pour la dérivée du cosinus de ax plus b, la dérivée d'un cosinus, c'est moins le sinus, donc ça fait moins le sinus de ax plus b, mais il ne faut pas oublier de redériver par l'argument. Dérivée de ax plus b, c'est a, donc on multiplie par a. Et pour la périodicité, eh bien c'est pareil, les deux fonctions sont périodiques, simplement ici, comme le coefficient est multiplié par a, d'accord? Eh bien les fonctions ne sont pas 2π périodiques, mais 2π divisé par a périodique, puisque le produit 2π sur a fois a doit faire 2π. Ok. Eh bien, ces fonctions, elles sont extrêmement importantes pour tout ce qui concerne les ondes, en particulier les ondes progressives. Et donc ici, on va voir le cas sur un son. Donc un son pur est une onde sinusoïdale caractérisée par sa fréquence, f ou nu, je préfère indiquer nu. Donc sa fréquence nu en Hertz, qui est le nombre de pulsations par seconde, détermine la hauteur du son, et son amplitude, qui dans ce cas est la pression acoustique, P, qui s'exprime en pascal. La fréquence nu est reliée à la période t de la sinusoïde par la relation la fréquence nu, c'est 1 sur la période. Okay, comme on a vu dans le chapitre sur les ondes tout au début en physique. La fonction f elle-même associe donc p et la fréquence à une fonction f de t qui est égale à p fois sinus de 2π nu t. Donc on voit ici une fonction sinusoïdale. Et la note de référence, donnée par un diapason par exemple, sur laquelle s'accordent les instruments de l'orchestre, est le La3 qui vibre à 440 Hz. Pour une amplitude de 1 pascal, cette note peut être associée à la fonction f définie par f de t est égale à 1, puisque l'amplitude c'est 1 pascal, fois sinus de, alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? 2π fois la fréquence, et 2π fois 440, ça fait 880π, fois t. L'écran d'un oscilloscope indiquera alors ce signal-ci, d'accord? C'est bien un sinus, il commence ici à l'origine du repère, la fonction croît, décroît, croît, etc. La position entre deux maximums successifs ici en aspect temporel, c'est la période t, qui est égale à 1 sur la fréquence. Et voilà, on voit bien une fonction impaire, une fonction périodique, qui est représentée, dont les images sont comprises entre 1 et 1 pour tout antécédent qui appartient au réel. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, ceci termine ce rappel. J'espère que tout cela est clair. Et puis je vous attends tout de suite donc dans le quiz pour s'en assurer. À bientôt.